On est ravis de vous accueillir. Vous êtes porte-parole des Républicains Overseas en France. Et puis par Skype, nous avons Amy Johansen. Bonjour madame, bonsoir madame. Vous êtes la porte-parole, l'une des porte-paroles du Parti démocrate en France. La première question, elle sera pour vous, madame. On a vu les démocrates il y a quelques instants faire du porte-porte en l'Arizona. Quels sont les arguments que vous allez utiliser pour tenter de récupérer le vote des latinos notamment ? On a entendu chez les dames qui allaient de porte en porte qu'une des grandes questions de liberté qui se pose dans cette élection, c'est le droit à l'avortement. Parce qu'il y a 30% des femmes aux États-Unis qui habitent actuellement dans des États qui sont sous des lois trumpiennes anti-avortement. Et c'est une question qui est importante pour les jeunes électeurs aujourd'hui, y compris les jeunes électeurs hispaniques. Nicolas Conquier, même question. Qu'est-ce que vous dites aux latinos pour qu'ils votent Donald Trump ? Alors, on le dit de manière indifférenciée à tous ceux qui vont voter dans les prochaines élections, à plus forte raison, ceux pour qui c'est la première fois. Déjà, de s'appeler à s'inscrire sur cette liste, que vous soyez aux États-Unis. Mais comment on les convainc de voter républicain ? Que vous soyez en France ou ailleurs, c'est de leur rappeler s'ils étaient mieux il y a 4 ans sous l'administration Trump qu'ils le sont aujourd'hui, et quels sont les accomplissements de Harris sous l'administration Biden qui va prolonger ça sur un deuxième mandat. Et donc ça, c'est censé un peu leur évoquer un peu leur quotidien qui est plus difficile avec une inflation, une érosion du pouvoir d'achat et qui va les pousser à se mobiliser. Il n'y a pas cette notion de single issue voter sur lequel une marotte, un thème particulier va vous mobiliser. Aujourd'hui, c'est vraiment l'ensemble de la situation au quotidien qui va vraiment être mobilisateur et qui va notamment pousser des gens dans des États à voter par anticipation, comme on le voit d'autant plus chez les Républicains, alors que d'habitude, c'est les démocrates qui appuient beaucoup là-dessus. Alors une question à tous les deux, je vais vous montrer une image. C'est celle du mur qui sépare le Mexique des États-Unis, du moins en partie. Ce mur, il a coûté au total il va coûter au total 18 millions de dollars. 18 milliards de dollars, si c'était moi qui les payais, je saurais la différence. 18 milliards de dollars. Alors, Donald Trump dit qu'il va faire payer le coût du mur au Mexique. Vous y croyez réellement, Nicolas Conquier ? Le gouvernement mexicain va donner 18 milliards aux Américains ? Ce qui est intéressant, c'est que Kamala Harris, elle a eu de cesse d'appeler ça un vanity project de Donald Trump, cette marotte qu'il avait, alors qu'on l'a vu dernièrement dans des clips de campagne se poser devant, en jouant un peu le côté de la fermeté par rapport à l'immigration. Et ça montre encore une fois de plus ces rétropédalages incessants de Kamala Harris qui change de proposition programmatique encore plus vite qu'elle ne change d'accent en fonction de son électorat. Donc il y a vraiment cette notion aujourd'hui de dire qu'il y a une crise migratoire qui a été déclenchée et qui est la cause exclusive de Harris et Biden. Plus de 15 millions d'étrangers illégaux qui ont pénétré en 3 ans et demi et sur laquelle il faut mettre en place tous les moyens nécessaires, que ce soit un mur, mais également une vraie volonté politique pour éviter ces déversements incessants qui ne doivent s'arrêter. Amy Johansen, ce mur, il sert à quelque chose ou il ne sert à rien ? Si le Mexique allait payer ce mur, ça aurait été fait il y a 4 ans, il y a 5 ans, il y a 6 ans. Ils ont eu la possibilité de payer ce mur. S'il y a des gens qui veulent venir aux États-Unis pour fuir la violence dans leur pays, pour avoir des opportunités pour leurs enfants, il n'y a aucun mur qui arrêtera tout le monde. Mais ce qu'il faut, c'est un système qui permet aux gens de faire leur demande de venir aux États-Unis. Et pour l'instant, le système n'est pas assez mis en place. Et c'est dommage parce qu'en fait, il y a eu un projet de loi qui a été établi entre démocrates et républicains en 2024 et 2023. Et le président Trump a interdit aux républicains de voter pour leur propre projet de loi. Pourquoi, Nicolas Conquier ? Pourquoi ? Tout simplement parce que ça reviendrait à justifier, à légitimer, légaliser une immigration illégale. Il y avait un seuil qui était fixé à 5000 entrées illégales par jour, en deçà duquel on laissait passer tout le monde. À partir de là, on fermait la frontière. Ça revenait à peu près à 1,5 million d'entrées. Donc les républicains qui avaient négocié avec les démocrates se sont trompés ? C'était des sénateurs qui étaient sans doute un peu clientélistes, un peu opportunistes pour maintenir leur siège, alors que la vraie volonté, c'était de s'assurer qu'il fallait
des moyens plus importants, mais aussi de rappeler que c'était du fait de Biden et que ça relève de ses propres compétences, qu'il n'avait pas besoin d'un texte du Congrès ou du Sénat, que ça relevait de son pouvoir de décret présidentiel. Il en a passé 92 durant ses 100 premiers jours à détricoter tout ce qu'avait fait Donald Trump, notamment des questions de Remain in Mexico, c'est-à-dire vous faites votre demande pour venir en restant au Mexique. Et donc, de fait, il y a cette vraie volonté et Joe Biden a manqué à toutes ses responsabilités. Madame Johansen, on a vu sur les images au début de l'émission Kamala Harris avec des stars hier soir. La veille, elle était avec des journalistes noirs. La veille encore avec la communauté latino de New York. On a l'impression qu'elle n'arrive pas à s'adresser en même temps à tout le monde et qu'elle est obligée de faire des petits groupes. C'est étrange, non ? Absolument pas. Vu le contexte dans lequel on vit aujourd'hui avec les médias sociaux, par exemple, il y a beaucoup de gens qui ne regardent pas du tout la télé, qui vont s'intéresser à différents médias. Et Kamala Harris, mieux on la connaît, mieux on l'apprécie. Et donc, c'est bien si elle s'adresse à plein de populations différentes dans des contextes où elle va aller les chercher et c'est très bien. Chacun dans leur groupe. Les experts ont 2 questions. Jérôme ? Alors moi, j'ai une question qui est plus générale et qui me semble quand même très centrale dans cette élection. C'est le fait que Donald Trump ne reconnaisse pas sa défaite de 2020 et qu'il ne s'engage pas à reconnaître le résultat en cas de défaite en 2024. Alors, je voudrais vous demander, est-ce que ça ne remet pas en cause les principes fondamentaux de la démocratie, de savoir reconnaître sa défaite ? On voit qu'il y a eu des dernières grandes victoires dans les jours qui sont passés concernant des cours suprêmes en Géorgie, en Caroline du Nord, en Pennsylvanie, qui ont mis en place des nouvelles règles visant à assurer une intégrité de ces scrutins-là, justement pour que tout le monde puisse avoir une confiance plus importante par rapport à des éventuels risques de fraude. Et ça, on peut s'en réjouir, même si on voit que dans certains courants démocrates, il serait pour qu'on puisse avoir des bulletins qui arrivent à tout moment, pour limiter l'utilisation de pièces d'identité. Mais pour parler clairement, les élections de 2020, il les a gagnées, Joe Biden. Non, mais assurément, c'est le président, c'est le 46e président. On se le demande encore aujourd'hui parce que bon, il y a un peu de silence radio. Il n'y a plus, il y a pas forcément un capitaine dans le cockpit. Mais aujourd'hui, il y a une élection et Donald Trump sera le 47e président parce qu'il va non seulement emporter les états pivots, mais il emportera le vote populaire. Il l'emportera et je pense qu'il y aura une victoire massive d'un côté ou de l'autre et que c'est nécessaire parce que vous pouvez vous attendre également à des contestations d'un côté comme de l'autre. Oui, et on pense tous que le 5 novembre au soir, il y aura des contestations. Il est possible. Et une question d'Egusson. Pour qui ? Pour les démocrates. Ah, d'accord. Madame Johansen. Bonsoir. Cette semaine semble être la semaine du tir. Je m'explique. Seuls les grands présidents se font tirer dessus. Ce sont les mots de M. Donald J. Trump ce mardi. Hier, Kamala Harris, et je crois qu'elle l'a dit aussi il y a quelques jours avant ça pendant le débat, a répété, et surtout hier chez Oprah, elle a dit je crois dans le second amendement qui veut dire le droit de porter un arme. Alors allons-y. Mais poussée d'un cran, elle l'a poussée d'un cran. Quelle est votre question, Auguste ? S'il y a un intrus qui entrait chez elle, il se ferait tirer dessus. Qu'est-ce qui se passe chez les démocrates ? Vous devenez plutôt républicain ou Madame Johansen, qu'est-ce qui se passe chez les démocrates ? Alors, on est pour le port d'armes, finalement ? C'est la loi aux États-Unis, ça fait partie des traditions, qu'on soit avec ou contre. Et Kamala Harris, par exemple, elle a une arme à feu chez elle. Bon, tout le monde n'est pas très à l'aise avec ça, mais il y a quand même plus d'armes à feu que d'êtres humains aux États-Unis. C'est la réalité. Et on aimerait réduire le nombre d'armes à feu, les démocrates, ce qui aurait peut-être permis au président Trump de ne pas se faire tirer dessus 2 fois en 1 mois. Vous restez bien avec nous. On poursuit le débat, mais avant tout, on a le plaisir d'accueillir ici Madame la consul des États-Unis en France. On est ravis de vous recevoir sur France Info. On va parler avec vous de 2-3 points très techniques. D'abord, combien il y a de citoyens américains qui vivent en France et est-ce qu'ils ont le droit de voter aux élections ? Donc, merci pour votre accueil chaleureux ici ce soir. Je suis contente d'être ici avec vous. Pour nous, effectivement, c'est un peu difficile d'estimer le nombre d'Américains qui sont actuellement en France parce que nous n'avons pas les contrôles de sortie aux États-Unis. Mais on peut estimer qu'il y a à peu près 400 000 Américains qui sont là. Il y a 400 000 Américains en France ? Oui, normalement. Enfin. Bon, alors certains nous regardent ce soir, j'en suis sûr. Qu'est-ce qu'on leur dit ? Ils ont le droit de voter ? Donc, les Américains à l'étranger ont le droit de voter.
Mais notre processus est un peu différent que le vôtre, en fait. Vous pouvez aller carrément à vos ambassades et vos consulats, vos lieux à l'étranger pour voter. Mais nous, il faut... C'est pas le cas. Oui, les Américains ne viennent pas à l'ambassade à Paris. Exactement. Oui, on peut les aider et je vous explique comment. Mais il faut voter par anticipation, par correspondance. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, c'est d'abord de déclarer leur intention de vote d'après la circonscription électorale aux États-Unis. Puis, si c'est accepté, on va leur envoyer leur bulletin de vote avec une enveloppe prépayée, pré-timbrée. Et donc, vous avez un bon exemple. Là. Alors, voilà, par exemple, un bulletin de vote de l'Oklahoma. On verra d'ailleurs au passage, je dis pour les téléspectateurs français, qu'un bulletin de vote américain, c'est tout de suite 3 pages parce qu'il y a d'autres élections en même temps. Voilà, exactement. On dit, le 5 novembre, ce n'est que les élections présidentielles, mais aussi beaucoup d'autres élections. Alors, je voudrais qu'on voit ensemble un clip vidéo que moi je trouve très sympa, D'accord. que vous avez réalisé au nom des Américains vivant non seulement en France, mais partout à l'étranger. C'est une chanson, c'est très sympa. Dites-nous, on va l'écouter d'abord un petit peu, et vous allez nous dire à quoi ça sert. Vas-y, allez-y, racontez. Ah, d'accord. Et donc, en fait, nous utilisons beaucoup de manières pour encourager les Américains à l'étranger de voter. Donc, l'ambassade américaine, on utilise les réseaux sociaux pour encourager, par exemple, sur X, Instagram, Facebook. Et parce que beaucoup d'Américains ne savent pas exactement le processus pour voter. Et donc, il faut les aider à pouvoir exercer ce droit de voter. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a 400 000 Américains en France. C'est considérable. Quels sont les pays où il y a le plus d'Américains dans le monde? Encore une fois, c'est un peu difficile de savoir parce qu'on n'a pas ces contrôles. Mais on peut dire certainement qu'il y a des Américains qui habitent partout dans le monde et on aime beaucoup voyager. Donc, c'est vraiment très important pour nous de pouvoir communiquer avec ces citoyens américains qui voyagent. Et alors, comment vous faites pour garder le contact avec eux? Par exemple, s'ils sont dans des zones dangereuses, on a traité au début de l'actualité le Liban, Israël. Vous avez un moyen de leur faire passer des messages de prévention? Oui. Donc, on a un système d'alerte qui s'appelle le Smart Traveler Enrollment Program, au STEP. Et donc, c'est un système d'inscription, des alertes. Donc, on peut envoyer des messages s'il y a des situations, par exemple, de sécurité, climatique, pour prévenir les Américains et les donner des instructions à quoi faire. Donc ça s'adresse aux Américains, également aux familles binationales. J'imagine que pour les Français qui vivent avec des Américains, c'est important. Oui, il faut être américain pour s'inscrire, mais bien sûr, si vous êtes d'une famille binationale, c'est toujours possible. Et Dieu sait qu'il y en a. De recevoir ces messages. Et puis pour les Français qui veulent voyager aux États-Unis, je crois qu'il y a quelques changements sur la procédure des visas. Essayez de nous expliquer. Exactement. En quoi ça consiste? Donc, les Français, normalement, vous n'avez pas besoin d'un visa pour venir aux États-Unis en tant que touriste ou pour faire des choses, des affaires. Mais il y a certaines catégories qui font un visa, par exemple des étudiants. Et donc, notre système de prise de rendez-vous vient d'être mis en place, renouvelé en fait. Et donc, entre aujourd'hui et le 20 septembre, jusqu'au 30 septembre, il y aura une période de blackout. Donc, il n'y a pas d'inscription possible entre le 20 et le 30 septembre? Voilà, si vous avez déjà votre rendez-vous, vous pouvez aller tranquillement à l'ambassade. Sinon, c'est la première procédure à partir du 1er octobre. Voilà, mais après le 30 septembre, ne vous inquiétez pas, vous pouvez aller prendre rendez-vous. C'est une information précieuse pour les Français qui envisagent d'aller aux États-Unis. On a les deux représentants des deux partis, on va leur poser une question. Qu'est-ce que vous diriez à l'électorat américain, 400 000, qui a peut-être des attaches avec la France? Quel message auriez envie de leur faire passer? Juste pour mettre en perspective, on a dit 400 000. Le taux de participation aux États-Unis lors de l'élection générale, il est de 60%. De par le monde, c'est à peine 10%. Ça montre vraiment qu'il y a un effort pour faciliter ces démarches. Et donc nous, on est facilitateurs. Ces événements, en général, on les fait conjointement avec les démocrates et on ne demande pas pour qui vous allez voter. On ne fait pas le bulletin vote passe. Donc, on est facilitateur. Et il y a une mobilisation pour leur faire prendre conscience qu'ils peuvent influer. Ça, c'est intéressant parce que, vous voyez, en France, ça serait inenvisageable. Ça, et ça, c'est très bien. C'est bipartisan.
Et il y a une vraie volonté de leur faire comprendre qu'on peut les mobiliser sur des questions qui vont les impacter directement dans leur quotidien, tant aux États-Unis, mais en France également, où on est soumis aussi à des obligations vis-à-vis, par exemple, de la fiscalité américaine et d'autres questions. Donc ça permet vraiment d'être acteur de cette vie, et sachant qu'on le dit, ça se joue de manière très très ténue dans quelques États, et d'exprimer ce droit contre lequel beaucoup de gens se sont battus, c'est important de l'exercer. Et donc on est là pour faciliter ces démarches où que vous soyez, et quel que soit votre niveau en anglais, en français, on sera là pour vous accompagner. Un mot, Madame Johansen, vous partagez cette volonté du Parti républicain, vous aussi, de faire participer le plus d'Américains vivant en France, voire de binationaux? Absolument. Et j'encourage tout le monde à aller au site web votefromabroad.org. C'est très facile. On peut s'inscrire, on peut demander ses bulletins de vote pour 2024. Moi, j'ai reçu le mien aujourd'hui. Et normalement, tout le monde devrait avoir reçu son bulletin de vote demain. Et on peut les renvoyer par la poste et basta, c'est fini. Voilà. Merci beaucoup, Madame Johansen. Merci, Nicolas Conquer. On se conclut avec le Money Time, parce qu'il n'est pas question de supprimer votre Money Time ce vendredi. On ne va pas le faire 2 fois. En 1999, Lenny Kravitz sortait un tube planétaire, American Woman. 25 ans après, une femme va peut-être entrer à la Maison-Blanche? Dans ce pays de plus de 333 millions d'habitants, dont la moitié sont des femmes, une American Woman s'apprête à rentrer à la Maison-Blanche. Peut-être. Peut-être, je dis s'apprête, c'est vrai, peut-être. En 2016, je me souviens être restée bouche bée devant la télévision quand j'étais à New York. Hillary Clinton, qui était la candidate démocrate, venait de remporter de 3 millions de votes les votes populaires, mais venait de perdre les élections présidentielles. Et c'était Donald Trump qui l'a gagné. Pour en arriver à Kamala Harris, le chemin fut long. Un changement de cette envergure se pose sur quand même des milliers de lueurs d'espoir et de lutte acharnée pendant très, très longtemps. La place de la femme au bureau ovale, ça a généralement été symbolisé par les First Ladies, les premières dames. On se souvient d'une Eleanor Roosevelt, on se souvient d'une Jacqueline Onassis, toujours élégante, francophone, francophile, et qui était un peu le symbole du deuil américain quand son mari fut assassiné en 1963. Mais il y a d'autres femmes qui ont contribué à ce qu'on est en train de voir aujourd'hui aux États-Unis. Et il y a eu Rosa Parks, il y a eu Madeleine Albright, Nancy Pelosi, Ruth Ginsburg, Gloria Steinem, Michelle Obama. Et en 2000, Elizabeth Warren, la dernière femme ayant eu des chances d'être élue présidente. Intéressant, il n'y a pas eu de républicains parmi ceux-là. Aujourd'hui, 8 ans après le début, Donald Trump, Hillary Clinton, où il y avait eu un débat, souvenez-vous, qui était le premier débat entre les républicains et les démocrates, on a vu que l'histoire est en train de changer et que Kamala Harris se pose sur les épaules des femmes ordinaires, Ce sont un peu les femmes qui vont avoir le pouvoir de décider. Bien sûr, parce que c'est fort. Parce que ce sont elles qui ont les enjeux politiques aujourd'hui. C'est elles qui sont les plus touchées par les enjeux politiques. Mais je vous en dirai plus la prochaine fois. On en parler avec plaisir. Merci de votre fidélité à l'heure américaine. Dans quelques instants, le grand journal de 23h présenté par Soria Khaldoun, précédé par votre bulletin météo et un week-end qui s'annonce bof bof. On se quitte sur des images des États-Unis comme chaque vendredi. C'est Tim Cook, le patron de Apple, qui a ouvert grand les portes du magasin qui se trouve à New York sur la 5e avenue parce que aujourd'hui sort l'iPhone numéro 16. Comme le temps passe, je me souviens de l'iPhone numéro 1 et je crois que je l'ai encore. C'est pour vous dire que moi, je ne suis pas un grand consommateur. Merci à tous, bonne soirée, salut.